Monsieur le ministre. Bismillahirrahmanirrahim. Mesdames et messieurs, l'APR a suivi ce 1er août 2025 la présentation par le Premier ministre au Grand Théâtre du plan dit de redressement économique et social dans un pays asphyxié par une économie atone, ébranlée par la chute du pouvoir d'achat, le chômage des jeunes massif, la suppression abusive d'emplois, la hausse de nombreuses denrées et la répression brutale de toutes les forces progressistes en vue d'installer une dictature. Le plan de redressement présenté par le Premier ministre est la traduction concrète des errements et tâtonnements sans fin d'un pouvoir sans vision, sans cap et sans horizon clair. Pire encore, à un terrible niveau, ce plan est illégal. Il l'est d'abord en s'érigeant comme référentiel de notre pays, en lieu et place du PSE, une loi de la République votée par l'Assemblée nationale. Il l'est ensuite parce que notre loi fondamentale, notre Constitution, à son article 42, édicte clairement, de manière sans équivoque, que le président de la République détermine la politique de la nation. Or, des mots même du président de la République, le presse a été conçu par le Premier ministre et ses équipes. Il l'est enfin par le cadre d'expression de l'exercice. Cette démarche ridicule devant un parterre d'affidés participe de cette posture de défiance et de négation des institutions républicaines, clairement assumée par le pouvoir national populiste. S'agissant du contenu, il renvoie aux heures les plus sombres de notre histoire, car ce plan ne signifie ni plus ni moins qu'un ajustement structurel volontaire, dont les conséquences sont catastrophiques pour les entreprises et les ménages. Sous prétexte d'atteindre l'objectif de réduire le déficit à 3% en 2027, ce plan va asphyxier les travailleurs, les précaires, les artisans, les paysans, les femmes, les influenceurs, etc., sans offrir aucune perspective en matière de sécurité nationale, d'accès à l'électricité, à l'eau potable, aux routes praticables, au crédit et aux formations adaptées. Avec ce document, le gouvernement va affecter négativement le transport avec les taxes à l'importation et les droits d'assises, les loisirs à travers les jeux et le tabac, le monde rural avec les taxes d'importation à l'exportation sur les produits agricoles et le foncier rural, les actifs stratégiques de l'État pour l'essentiel déjà sous concession, la cession des actifs fonciers, notamment en milieu rural, la téléphonie avec les taxes sur l'importation des téléphones, le registre email, les redevances sur les licences de téléphone. Nous attirons l'attention du peuple sur un domaine qui relève de la sécurité nationale. En effet, sur le sujet de recyclage d'actifs, notamment des emprises rétrocédées par les militaires français, souvent contigus à des domaines militaires sénégalais, état-major, terre, marine nationale, ces points stratégiques doivent être des réserves pour les capacités futures de nos armées qui obéissent à une montée progressive en puissance. Le gouvernement espère mobiliser 600 milliards à partir du monde rural, sous prétexte de lui délivrer un titre dont la nature reste floue, et non seulement irréaliste, mais surtout profondément injuste. Ce monde rural, qui concentre l'essentiel des terres du domaine national, est pauvre, vulnérable et déjà privé des bourses de sécurité familiale qui assuraient pour beaucoup un filet de survie grâce à la vision sociale du président Macky Sall. Désormais, le régime exige du monde rural de contribuer pour 600 milliards de francs CFA, c'est-à-dire l'équivalent de 5 campagnes agricoles, alors même que les paysans n'arrivent même pas, pour une majorité d'entre eux, à financer leur part dans l'achat des semences ou de l'engrais. C'est une fiscalisation à outrage sans précédent, car ceux qui seront incapables de payer deviendront des proies faciles pour les prédateurs fonciers. On prétend leur donner un droit, mais en réalité, on organise leur dépossession, future avec un risque réel de privatisation des zones de terroir
qui sont pour l'essentiel des terres à usage agricole et pastoral. Or, la souveraineté alimentaire tant proclamée et qui passe nécessairement par la sécurisation des terres arables devient hypothéquée. Aujourd'hui, toujours au sujet du sort du monde rural, le gouvernement, conscient de l'échec total de la campagne agricole, sous la direction d'un ministre plus soucieux de vidéos sur TikTok que sur du sort des paysans, refuse de rendre publics les chiffres. Dans un rapport officiel du gouvernement américain, les chiffres catastrophiques de la campagne arachidière sont mis à nu. En effet, les données statistiques révèlent que la production d'arachide pour la campagne de commercialisation 2024-2025 est à 731 000 tonnes, soit une baisse de plus de 56% par rapport à l'année précédente, où le chiffre était à 1 675 329 tonnes. Ceci malgré l'augmentation annoncée en grande pompe de l'enveloppe de la campagne agricole, qui serait passée de 100 milliards à 120 milliards. À titre de comparaison, avec 100 milliards, la campagne agricole 2023-2024 a permis de récolter plus de 2,6 millions de tonnes d'arachide. Le gouvernement du Sénégal choisit également de supprimer les subventions et de remettre en cause certaines exonérations fiscales au lieu de cibler les niches inutiles et les privilèges injustifiés. Ces mesures risquent de frapper de plein fouet les ménages à travers la hausse des prix des produits de base et un secteur privé fragilisé qui manque de visibilité et de liquidité. En clair, on compense l'inaction de l'État par l'effort des plus faibles, pendant que les vrais centres de rationalisation restent intouchés. Autrefois, l'État aidait les citoyens. Aujourd'hui, l'État se contente de les pressurer. On a connu l'État-providence, voici venu l'État Adou-Kalpé, un État qui ne donne rien, existe tout, mais n'assume aucune responsabilité. Mesdames et messieurs, en termes de chiffres, le plan de redressement annoncé tantôt à 5 667 milliards, tantôt à 6 202 milliards. Cette différence de plus de 500 milliards montre l'absence de sérieux et l'amateurisme du régime. Globalement, tous les chiffres annoncés sont erronés, confus et contradictoires. Toujours dans l'opacité du gouvernement, le gouvernement reprenant la banque Barclays évoque une dette de 119% sans que ce chiffre ne figure dans un document officiel. Or, pour la Cour des comptes, dans un rapport que nous contestons du reste, la dette est estimée à 99% du PIB. C'est pour maintenir le flou et la confusion que le gouvernement refuse de publier depuis juin 2024 des bulletins statistiques sur la dette. La vérité est que ce régime a emprunté 10 200 milliards en 2 ans et a investi pour 2 milliards seulement en 2025. Dans le volume de financement du plan, l'effort budgétaire de l'État ne dépasse pas 100 milliards, soit 2% du total, comme si on demandait au peuple de relancer seule l'économie, pendant que l'État se contente de commentaires et de promesses confortablement jaloux de son confort et de ses privilèges. Le gouvernement sanctuarise son train de vie pour élaborer le plus grand plan de matraquage fiscal à destination des entreprises et des ménages, des agents et des fonctionnaires du secteur public, ainsi que des travailleurs du secteur privé, des travailleurs du secteur informel et ceux du monde rural. Le plan ne renseigne sur la répartition des ressources sur les 3 ans de mise en œuvre, encore moins sur les secteurs cibles qu'il renseigne, avec une nette contradiction sur la répartition des recettes fiscales qui résulterait de l'injonction des recettes collectées de 4 605 milliards. Il s'agit d'une démarche non seulement injuste, mais profondément hypocrite. Cela revient à faire porter le poids de la prétendue transformation économique sur les plus fragiles, pendant que le train de vie de l'État, souvent bien sécurisé, trouve encore mire échappatoire pour éviter la baisse. Mesdames et messieurs, incapables d'apporter au FMI les preuves de ces accusations infondées au sujet d'un pseudo-maquillage des comptes publics, le gouvernement lance un plan qui obéit à une logique funeste de suppression de subventions et des exonérations, tout en procédant à l'élargissement brutal de l'assiette fiscale.
Il ouvre de sombres perspectives pour les populations, les entreprises, le secteur informel. De telles mesures signifient sans aucun doute possible une hausse généralisée des prix de toutes les denrées, des services de transport et de téléphonie, car toutes les taxes et redevances seront supportées par l'usager ou le consommateur final. En résumé, le plan de redressement Jubbanti-Com mérite lui-même un redressement, un cinglant Jubbanti. C'est pourquoi, après une analyse lucide et approfondie du plan et un examen des documents publics officiels publiés par le gouvernement, notamment le document de programmation budgétaire économique pluriannuel datant de juin 2025, 2026-2028, l'Alliance pour la République, conformément à sa responsabilité historique, rejette ce plan dans la forme comme dans le fond. Le parti dénonce un matraquage fiscal avec un enrichissement du coût de la vie, avec une dépréciation du pouvoir d'achat des Sénégalais à faible revenu. Un adou-calpé du monde rural, avec un danger de privatisation du foncier agricole et ses risques sur la souveraineté agricole, foncière et du pays. Un adou-calpé de la jeunesse, dont les loisirs sont fiscalisés. Un saupoudrage qui nous renseigne qu'un investissement productif ne sera réalisé d'ici 2028. Mesdames et messieurs, en résumé, la présentation de ce plan relevait d'un exercice de communication, d'une comédie déroulée au grand théâtre devant des Sénégalais, médusés par tant de légèreté, de violence flagrante de l'esprit de la République. Il s'agissait, au moment où les deux têtes de l'exécutif avaient rendu public leur scène de ménage, de procéder à une réconciliation publique jusqu'à la prochaine bruit, tant le nommé se considère comme le chef de l'élu. Toute cette mascarade indigne de ceux qui dirigent un État est éloignée des préoccupations quotidiennes des Sénégalais fatigués, désespérés et désorientés. Mesdames et messieurs, tout en restant fidèle à son orientation républicaine et à sa nature de parti de gouvernement, l'Alliance pour la République réaffirme sa volonté de faire face aux provocations et aux agressions du régime. À ce propos, le parti salue toutes les initiatives de Saint-Louis, d'Agnam, d'Ourossogui et de Dakar, de ses membres en vue de la libération des otages politiques comme Farba Ngom, Mansour Faye, Lat Diop, Moustapha Diop et Abdoulaye Ndiaye, et la fin des poursuites contre les anciens ministres Ismaïla Madior, Aïssatou Sophie Gladima et Salimata Diop Diagne. Tout en réitérant son soutien total à Abdou Nguer, Hassan Diouf, Jérôme Bankini, Badara Gadjaga, Tahirou Sarr et Maodo Malick Mbaye, l'APR exprime sa disponibilité à œuvrer aux côtés de toutes les forces vives de la nation pour une mobilisation nationale afin d'obtenir la libération des personnes arrêtées pour avoir exprimé une opinion contraire à celle du régime. Le régime PASTEF, incompétent dans le fond et incohérent dans la démarche, est maître dans le tâtonnement, la violence intégrale et le bavardage vain. Il témoigne dans sa désinvolture et s'apprête à agresser notre peuple qui est déjà au seuil de l'humainement acceptable. De concert avec les composants de l'opposition, l'Alliance pour la République est en ordre de bataille. Elle poursuivra ce combat à l'Assemblée nationale et dans la mobilisation du peuple sénégalais pour vaincre ce pouvoir d'oppression nationale et populaire. Vive la République, vive le Sénégal. Merci beaucoup. Merci. C'était long, certainement, mais pas aussi long que la déclaration du Premier ministre au Grand Théâtre. C'était 75 minutes pour rien. Nous allons à présent passer la parole à notre camarade Pape Malick Ndour.